Vous le savez, j'aime vous partager des histoires où le monde va mal. C'est précisément le cœur du récit d'aujourd'hui. Ici, l'héritage des héros pèse lourd, surtout lorsqu'il porte le nom de Stark. Le fils de Iron Man n'a pas suivi la voie du sauveur. Rongé par les fautes de son père et par un avenir qu'il a brisé, il a choisi un autre chemin. Un chemin plus sombre, où le génie ne sert plus à protéger, mais à dominer. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. Mais avant de commencer ce gros récit, permettez-moi de vous parler de Nextory qui m'accompagne aujourd'hui de nouveau. Nextory, vous le savez, est l'un des meilleurs services de lecture à la demande en France et en Europe, avec un catalogue de plus d'1 million d'ouvrages de tout genre. Romans, bandes dessinées, mangas et bien sûr comics Marvel et DC, mais aussi pour ceux que ça intéresse, Invincible, Spawn, The Walking Dead et bien d'autres. L'avantage, c'est que la plateforme propose aussi bien des comics classiques à l'ancienne que des nouveautés. Vous y trouverez également une grande variété de romans emblématiques tels que Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Dune, etc. Le tout accompagné de la fameuse fonction livre audio, si vous avez un peu de mal avec la lecture classique. 3 formules d'abonnement sont disponibles, chacune vous offrant la possibilité de lire ou d'écouter ce que vous souhaitez à un tarif très avantageux, surtout lorsqu'on voit malheureusement le prix des comics grimper d'année en année. Et bien sûr, le tout est disponible sur téléphone et sur tablette. Si l'expérience vous tente, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour essayer Nextory gratuitement pendant 45 jours. Attention bien sûr, une offre exclusive à ce lien, donc veillez à bien passer par là. Franchement, n'hésitez pas à jeter un œil, tester, ça vaut largement le détour. Ça fait plaisir et ça aide la chaîne. C'est parti pour notre histoire. Notre récit commence sur la Terre 24 331, une réalité très proche de la Terre 616. Tout commence brutalement, alors que les Avengers passent en alerte totale face à un événement en cours. On apprend qu'Ultron est parvenu à mettre la main sur un dossier contenant l'identité civile de tous les super-héros du pays. Il a ensuite renforcé l'ensemble des vilains avant de les lancer à la chasse avec pour objectif d'éliminer les héros ainsi que leurs proches. Ce jour-là, de nombreux héros trouvent la mort. Arrivé au centre-ville, désormais en ruine après ce qui semble avoir été une explosion massive, Steve Rogers découvre Spider-Man gisant au sol, gravement blessé et à bout de force. Après quelques mots à peine articulés, le jeune héros finit par succomber à ses blessures, fier malgré tout d'avoir réussi à protéger sa tante. À partir de là, sans entrer dans les détails pour l'instant, une bataille finale d'une ampleur colossale éclate dans la ville de Boston, opposant les héros encore en vie à des vilains devenus surpuissants grâce à Ultron. L'issue est catastrophique. Boston est entièrement rasé et de nombreux Avengers y trouvent la mort. À l'issue de cette guerre, les héros sont discrédités aux yeux de l'opinion publique. Les dégâts causés à travers le pays et surtout la destruction totale de Boston leur sont largement reprochés. À cela s'ajoute un élément déterminant. Hank Pym, faisant partie des Avengers, est surtout le créateur d'Ultron. Une révélation qui achève de ternir durablement l'image des héros dans l'esprit des citoyens. La perte de confiance envers les super-héros fait naître une nouvelle philosophie, aussi bien chez les citoyens que dans les sphères gouvernementales, rejetant toute distinction entre justiciers héroïques et vilains. Désormais, aux yeux de beaucoup, il n'existe plus de réelle différence entre les deux. Héros comme criminels sont jugés responsables des mêmes catastrophes. Peu à peu, la société reporte sa confiance sur les institutions du gouvernement américain et notamment sur le SHIELD, qui devient au fil des années la seule force jugée réellement capable de protéger le pays. Des lois sont alors adoptées pour renforcer la sécurité nationale, mais aussi pour instaurer une surveillance permanente et imposer des couvre-feux. Progressivement, le pays bascule vers un régime de plus en plus autoritaire, tout en ordonnant l'arrestation de héros qui tentent de jouer les justiciers. Face à la dérive autoritaire du pays, Steve Rogers, contraint de prendre sa retraite, revient un temps sur le devant de la scène. Cette fois-ci, son bouclier est politique. Il se présente aux élections pour devenir sénateur, dans le but de faire changer les choses, mais il finit par perdre le scrutin. Constatant que le monde a réellement tourné le dos aux héros et qu'une grande partie de la population semble prête à accepter de vivre sous un régime autoritaire, il se retire complètement de la vie publique. De nombreuses années passent à partir de là. Le pays se renforce technologiquement, notamment concernant la surveillance. Un matin, un homme âgé apparaît aux côtés de sa femme. Marqué par les années, le corps fatigué et rongé par de multiples douleurs, il dégage surtout une profonde tristesse.
sûrement face au monde d'aujourd'hui. On découvre alors qu'il s'agit de Steve Rogers, l'ancien Captain America. Comme souvent dans sa vie de simple civil qui travaille à la soupe populaire de la ville, Steve sort prendre l'air, ce qui permet de découvrir une ville désormais entièrement transformée par les avancées technologiques. Il rejoint ensuite d'autres figures de son passé, comme Luke Cage ou encore Matt Murdock, anciennement Daredevil et, eux aussi, retirés de la vie héroïque. Cette rencontre n'a rien du hasard. Ils se retrouvent à l'occasion de l'anniversaire d'un événement appelé le Jour H, nom donné à la dernière bataille entre les héros et les vilains, celle dont nous avons parlé juste avant. Matt est celui qui supporte le plus difficilement cette nouvelle vie. La ville entière est désormais placée sous un contrôle extrêmement strict avec un couvre-feu imposé et une surveillance abusive, 24 heures sur 24. Et comme à chaque retrouvaille, Matt tente de pousser Steve à agir, puisque c'est le symbole de l'espoir Captain America. Mais on apprend que ce dernier n'a plus la moindre trace du sérum du super soldat dans son organisme depuis des années. Il n'est plus qu'un vieil homme. Et surtout, Steve est désormais marié, installé dans une vie plus paisible. Il a définitivement tourné la page de ce genre d'engagement après des décennies passées à se battre pour un pays qui ne veut plus de lui. Malgré tout, il repense parfois à son ancienne vie d'Avenger, au combat mené aux côtés des autres, dans un monde où il n'est désormais plus qu'un homme ordinaire. On découvre ensuite, à la télévision, l'existence d'une nouvelle équipe d'Avengers, avec un nouvel Iron Man, Thor, Captain America et bien d'autres. Ils apparaissent régulièrement à la télévision pour vanter leur succès et expliquer comment ils empêchent le mal de frapper, en ville comme ailleurs dans le pays et même dans le monde entier. On apprend alors que cette équipe est entièrement financée par une seule personne, James Stark, le fils de Tony Stark et de Janet Van Dyne, a.k.a. la Guêpe. Il est épaulé par un homme nommé Kyle, qui n'est autre que le frère de Jarvis, l'ancien majordome de Tony, que James a nommé PDG de la société dans le but qu'il s'occupe de tout ce qui ne l'intéresse pas. C'est surtout en réalité James et sa société Stark Technology qui participent grandement au maintien d'un état de surveillance tout en donnant l'illusion aux citoyens qu'ils vivent librement, alors qu'en réalité, les conglomérats dont James fait partie font subtilement en sorte de tout contrôler, notamment les chaînes de télé, internet, etc. C'est d'ailleurs Kyle qui a élevé James, puisque Tony et Janet ont disparu durant la guerre, laissant leur fils seul. Cette solitude fait naître au fil des années chez James une rage profonde envers le concept même de héros, qu'il considère désormais comme dépassé, d'où sa participation active à faire en sorte de maintenir le pays dans un état de contrôle grâce à ses seules ressources. Vous allez me dire, pourtant, il y a bien de nouveaux Avengers. Ah, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez voir. Peu à peu, on comprend qu'en plus d'équiper les Avengers, James, à travers Stark Technology, fournit également le gouvernement, le Shield et les armées, notamment grâce aux armes et aux armures qu'il conçoit. Contrairement à ses parents, il a choisi de ne pas devenir un super-héros. Il a hérité de l'empire Stark Technology et a surtout œuvré à renforcer la surveillance et la sécurité du pays tout en mettant à la retraite tous les anciens héros encore actifs pour avoir le contrôle total des défenses du pays. Alors qu'ils discutent des armures et du fait que James refuse catégoriquement d'en porter une pour reprendre le flambeau d'Iron Man, Kyle l'avertit. Grâce à ses contacts, il a découvert que Steve Rogers s'apprête à accorder une entrevue télévisée sur un sujet qui a profondément mis Steve en colère. La veille, il découvre que la plus grande chaîne de télévision s'apprête à diffuser un documentaire consacré aux nazis crâne rouge. Le programme affirme qu'il n'aurait pas été allié à Hitler, mais qu'il aurait au contraire feint cette alliance afin de détruire le régime de l'intérieur. Des propos qui rendent Steve fou de rage, lui qui l'a affronté personnellement et connaît parfaitement cet ennemi d'autrefois. Le jour suivant, il est alors invité sur un plateau télévisé pour débattre avec l'objectif clair de faire interdire la diffusion de ce qu'il considère comme un mensonge visant à réhabiliter Crâne Rouge. James se rend aussitôt sur place avec l'intention de revoir celui qu'il appelle encore Oncle Steve, mais surtout pour lui faire comprendre qu'il n'est désormais plus qu'une relique du passé. Cette attitude révèle clairement l'animosité profonde que James éprouve à son égard. De son côté, Steve tente de rester calme et cherche à rappeler la véritable histoire de Crâne Rouge, responsable de nombreuses morts. Mais James l'accuse, lui, ainsi que son père Tony et les héros d'autrefois d'avoir provoqué le jour H. Héros comme vilain, à ses yeux, le résultat reste le même. Donc,
pourquoi on devrait respecter et réhabiliter les héros qui sont responsables de nombreuses morts et pas Crâne Rouge, dont les rumeurs se disent qu'il n'était pas réellement mauvais. La présentatrice saisit alors l'occasion pour relancer le débat sur le jour H, ce jour où les héros ont causé la mort de milliers de personnes et la destruction d'une ville. Surpris d'être entraîné sur ce terrain, Steve commence à perdre ses moyens et tente d'expliquer que tout est uniquement de la faute d'Ultron. James lui rétorque aussitôt qu'Ultron est pourtant une création d'un Avenger et que ce sont donc bien les héros qui portent la responsabilité de cette catastrophe. Steve Rogers finit alors par perdre son calme face à James et comprend que tout cela n'est qu'un moyen de faire de l'audience. Furieux, il quitte le plateau devant un James souriant. Il vient de ridiculiser Steve devant des millions de personnes. Une fois dans la rue, alors qu'il rentre chez lui, il assiste à une scène choquante. Des soldats du Shield, chargés de faire respecter le couvre-feu, s'en prennent violemment à de jeunes civils. Forcément, Steve intervient et parvient à maîtriser plusieurs soldats malgré son âge avancé. Mais il n'est plus l'homme qu'il était. Plus vieux et plus fragile, il est rapidement submergé et roué de coups sans retenue jusqu'au sang. Mais soudain, 3 hommes masqués surgissent, éliminent les soldats et le sauvent in extremis. Sans lui laisser le choix, ils l'emportent avec eux. Lorsqu'on lui retire le sac de la tête, Steve découvre face à lui son vieil ami Luke Cage, mais aussi et surtout que ce dernier, avec plusieurs résistants, forme les Defenders pour combattre le gouvernement en place. Encore sous le choc, sans comprendre ce qui se passe, ni qui sont ces hommes, il apprend sans détour par Luke Cage que Matt Murdock est mort. Une nouvelle difficile à encaisser pour Steve, d'autant plus qu'il s'était vu il n'y a pas si longtemps. On découvre alors que Matt a été assassiné par le gouvernement parce qu'il s'apprêtait à faire fuiter certaines images montrant le Shield faire des choses pas très acceptables. Luke explique qu'ils sont désormais en guerre contre le pouvoir en place, mais pour espérer l'emporter, ils ont besoin d'un symbole fort, capable d'unir les gens sous une même bannière. Et naturellement, tous les regards se tournent vers Steve, qui a incarné ce symbole pendant des années en tant que Captain America. Mais l'ancien héros n'est aujourd'hui qu'un simple vieil homme qui ne possède plus la moindre trace du sérum du super soldat dans son organisme. Luke le contredit aussitôt en lui révélant qu'il dispose d'une reproduction de la machine qu'il a transformée des décennies plus tôt. Mieux encore, ils sont parvenus à recréer le sérum du super soldat. Bien sûr, Steve, qui est désormais posé, tente de convaincre Luke que tout cela est une folie, mais ce dernier reste inflexible. Pour retrouver une véritable liberté, ils doivent se battre comme ils le faisaient avant. C'est ça, être un Avenger. Finalement convaincu, Steve accepte de reprendre son rôle de symbole d'espoir et de liberté. À partir de là, il reste plusieurs jours sur place à s'entraîner afin de réadapter son corps. Une fois prêt, on lui injecte le sérum, puis il est installé dans la machine. Le processus se déroule parfaitement, laissant entrevoir enfin un nouvel espoir avec le véritable retour du héros à la bannière étoilée. Captain America est de nouveau debout, plus puissant que jamais, prêt à remettre le pays sur le droit chemin. Du côté de James, on le découvre se rendant dans la célèbre prison du Raft, au cœur de l'océan, qui abrite également un vaste laboratoire où sont menées de nombreuses expériences. Mais ce qui l'intéresse réellement se trouve derrière une porte blindée hautement sécurisée. Une fois seul, il pénètre dans une pièce et révèle une cuve placée en son centre contenant la tête d'un homme. Un homme que James appelle Papa. On comprend alors que James a en réalité récupéré la tête de Tony Stark, donc son père, et l'a placée dans cette cuve afin de maintenir son cerveau en vie. Grâce à un casque, il peut communiquer avec lui et obtenir de précieuses informations sur les technologies qu'il conçoit. Il n'y a aucun sentiment ni d'attachement. Il garde vraiment la tête de son père uniquement pour son cerveau. Voilà ce qu'est devenu l'un des hommes les plus intelligents au monde. En ville, afin de montrer publiquement aux citoyens le retour de Captain America, Steve commence à s'en prendre aux soldats du Shield en pleine rue. Malgré les rumeurs qui circulent, cela ne suffit pas aux Defenders. Pour eux, il faut frapper bien plus fort afin de réveiller réellement le pays, puisque les chaînes de télévision, qui sont, je le rappelle, contrôlées par Kyle et James, sont dans la censure pure et simple et la propagande. Ce qui fait que peu de personnes sont réellement au courant du retour de Captain America. Ils imaginent alors une action spectaculaire lors du Nouvel An à Times Square, là où d'innombrables caméras retransmettront en direct l'événement.
Leur objectif est de diffuser au grand jour les pires atrocités que le gouvernement tente de dissimuler aux citoyens. Une méthode au départ qui ne plaît pas vraiment à Steve, lui qui a toujours eu l'habitude de se battre sur le champ de bataille et non à travers la propagande. Mais soit. Le problème, c'est qu'au-delà de tout cela, si le gouvernement américain apprend que Steve est de retour sous le masque, sa femme serait immédiatement en danger et arrêtée. Il décide donc de la faire venir à la base des Defenders, mais celle-ci est furieuse. Le choix de Steve de redevenir Captain America les met tous les deux en péril, alors qu'il menait jusqu'à là une vie paisible. Il a été égoïste. Du côté de James, on le retrouve à la Maison Blanche, face au président, pour évoquer précisément le retour de Captain America, une situation qui inquiète profondément le dirigeant du pays. Kyle tente de le rassurer, mais le président propose d'envoyer les Avengers à la poursuite de Steve. Une option jugée imprudente, car elle risquerait de faire de lui un martyr, puisque les Avengers sont suivis H24 à la télé. Selon Kyle, il faut agir discrètement. Il ordonne donc au président de déployer les Thunderbolts, ou Thunderbolt, vous dites comme vous le souhaitez. Cette demande surprend le président et ne lui plaît absolument pas. Les Thunderbolts sont habituellement utilisés pour intervenir et semer le chaos à l'étranger. Il refuse donc catégoriquement cette option. C'est alors qu'on découvre que James et Kyle détiennent en réalité bien plus de pouvoir qu'il n'y paraît. Kyle s'approche du président, l'empoigne et lui fait comprendre sans détour qu'il n'est rien d'autre qu'une marionnette sous leur contrôle. Kyle ne se considère pas seulement comme le PDG de Stark Technologies, mais comme le véritable maître de l'Amérique. Et il rappelle au président que s'il est en place aujourd'hui, c'est uniquement grâce à eux et leur argent. On comprend alors ici que les réels dirigeants de ce pays sont bien James Stark et Kyle Jarvis. Pendant ce temps, Steve décide de rendre visite à une autre figure héroïque de son passé, Kamala Khan, désormais retirée de la vie héroïque et mère de 2 enfants. Il vient naturellement lui demander de l'aide, espérant qu'elle accepte de rejoindre son équipe afin de renforcer les rangs, car pour l'instant, à part lui et Luke Cage, le reste du groupe est composé d'adolescents inexpérimentés pour ce genre de combat. Mais Kamala, inquiète pour la sécurité de ses enfants, refuse l'appel de Steve, non sans une certaine hésitation, mais sa vie est désormais trop importante pour tenter ce genre de combat. Steve accepte malgré tout son choix, en lui laissant tout de même la possibilité de le contacter si elle change d'avis. On arrive finalement à la fameuse soirée du Nouvel An. Captain America observe la scène depuis les hauteurs, attendant le signal pour agir, tandis que le reste de l'équipe tente de se connecter à la régie des chaînes de télévision afin de diffuser une propagande anti-gouvernementale. Comme on pouvait s'y attendre, ils sont rapidement repérés par le SHIELD qui tente de les arrêter. Mais ils comprennent très vite que le SHIELD ne sont pas les seuls à leur trousse lorsque les premiers membres de l'unité des Thunderbolts font leur apparition avec pour objectif clair de les éliminer. Une situation qui force finalement Steve à intervenir. Grâce à ses capacités retrouvées, il parvient sans difficulté à mettre hors d'état de nuire les premiers membres de l'escouade. Le problème, c'est que les Thunderbolts se moquent totalement d'opérer dans un lieu bondé de civils et n'hésitent pas à ouvrir le feu. Plusieurs tirs atteignent même des innocents dans la foule, ce qui fait perdre tout sang-froid à Captain America. De plus, pour diffuser leurs vidéos sur l'ensemble des chaînes, ils ont besoin d'un boîtier programmé pour se lancer automatiquement sans être coupé, mais celui-ci est détruit par un tir à longue distance de la nouvelle Bullseye, héritière du premier du nom. Ils n'ont alors plus aucun moyen de diffuser la vidéo. Ils décident donc d'utiliser Steve lui-même comme message de propagande vivant contre le gouvernement. Une fois le direct lancé, Steve prend un micro, retire son masque et s'exprime. Il dénonce ouvertement le fait que le gouvernement confisque leur liberté, que la loi interdisant les héros n'existe que pour s'assurer le monopole de la défense du pays, mais aussi pour empêcher quiconque de découvrir ce qui est fait en secret afin de maintenir cette surveillance permanente. Des paroles d'une grande sincérité prononcées par le célèbre Captain America donnant du poids à ce combat. Le problème, c'est que l'armée et les Thunderbolts ne peuvent pas l'arrêter sur le moment. Il est en direct et intervenir reviendrait à prouver que le gouvernement cherche à le censurer. À la fin de son discours, Steve appelle les citoyens à résister ensemble et leur promet que Captain America sera toujours là pour leur rendre leur liberté. Lorsque le gouvernement parvient enfin à reprendre le contrôle de la diffusion et à tout couper, les Thunderbolts repartent à sa poursuite pour le tuer, tandis que Steve et les autres prennent la fuite. On peut le dire, c'est une réussite. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils pensent. Du côté de Kyle, au vu de la situation, celui-ci prévient James qu'il va désormais falloir qu'il enfile une armure. Le but est clair,
montrer à Steve qu'il ne peut pas poursuivre son combat en sachant que son adversaire serait le fils de son plus vieil ami. Une perspective que James refuse catégoriquement. Il ne veut pas devenir comme son père. Sauf que Kyle le contraint malgré tout. Et c'est là que la plus grosse révélation de cette histoire intervient. On découvre ensuite que Kyle n'a en réalité jamais agi seul. Depuis le début, il travaille secrètement avec Ultron qui est toujours actif. Mais la révélation est encore plus lourde de conséquences. Kyle est en réalité Crâne Rouge. Remontons un peu en arrière. À la fin du jour H, Crâne Rouge s'est glissé parmi les rangs du Shield, au cœur des décombres de la bataille. C'est là qu'il a découvert Ultron. Il a enfermé la conscience du robot dans une prison numérique afin d'exploiter son intelligence hors norme et de l'aider à mener à bien son plan de remodelage du monde. En échange de cette aide, Crâne Rouge lui a promis que, une fois son nouvel ordre établi, il le libérerait. Il a ensuite changé d'apparence en se faisant passer pour le frère de Jarvis dans le but d'entrer en contact avec James et de devenir son représentant légal. Cela lui a permis ensuite de prendre le contrôle de Stark Technologies après la disparition de Tony Stark. En réalité, il se sert de James comme d'un simple moyen pour atteindre ses propres objectifs. De retour à la base des Defenders, le discours pourtant motivant de Steve n'a malheureusement pas été bien accueilli. Les chaînes d'information se sont toutes employées à le décrédibiliser. Aucun mouvement pro-Captain America n'a été repéré par la résistance. Au contraire, il découvre que la population lui est encore plus hostile qu'auparavant. C'est un échec total. Steve encaisse ce revers de plein fouet, au point d'en être profondément atteint. Personne ne semble vouloir de lui. Luke tente alors de lui remonter le moral. L'objectif, lui rappelle-t-il, n'est pas d'être aimé, mais d'agir de manière juste. Si le monde n'est pas encore prêt à les suivre, ce n'est pas grave. Le combat prendra simplement plus de temps, mais ils continueront à le mener. Ah, c'est beau, hein? C'est alors que les Defenders, grâce à une taupe travaillant pour l'autre camp, mettent la main sur un secret inestimable, capable de leur apporter une aide précieuse. Ils découvrent l'existence d'un dossier évoquant la pièce secrète de James, celle qui abrite la tête de Tony Stark, montrant ainsi à Steve que Tony est toujours vivant. Une opération est alors décidée pour libérer Tony Stark. Cependant, il leur faut prendre le temps d'étudier toutes les possibilités avant d'agir, un délai que Steve refuse d'accepter. Déterminé à libérer Tony coûte que coûte, il choisit de s'y rendre seul afin d'éviter de mettre en danger la vie des membres des Defenders. Il finit toutefois par se laisser convaincre par le hacker du groupe de l'accompagner afin d'infiltrer les systèmes du raft plus facilement sans déclencher l'alarme. Ensemble, ils parviennent à s'approcher discrètement de la prison et, grâce au hacker, Steve localise le point d'entrée le plus sûr. Une fois les gardes gênants neutralisés, il décide de s'enfoncer seul dans la prison, progressant dans l'ombre sans se faire repérer. Une fois la pièce correspondante localisée, Steve dérobe le badge de l'un des scientifiques présents et pénètre dans la chambre. Il reste figé, choqué par ce qu'est devenu Tony. Malgré tout, une chose est claire, il compte bien le libérer de cette prison. Sauf qu'il est rapidement pris par surprise. La nouvelle Bullseye, dissimulée dans les ombres, l'attendait. Elle savait que Steve viendrait pour Tony. Et comme si cela ne suffisait pas, James fait à son tour son apparition, visiblement surpris de trouver Steve dans cette pièce. Steve ne cherche nullement à dissimuler son intention. Il est venu emmener Tony loin d'ici. Il lance alors à James qu'emprisonner des gens simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement n'a rien de juste. Sauf que James, lui, se moque éperdument d'arrêter ceux qui s'opposent à ses idéaux. Selon lui, ils n'ont qu'à se soumettre s'ils veulent continuer à vivre libres. Des paroles dures, lourdes de sens, que Bullseye entend depuis les ombres. Et alors que James menace Steve d'appeler les Avengers, une flèche vient se planter dans son épaule, tirée par Bullseye. Steve cherche d'abord à comprendre pourquoi elle a subitement changé d'avis avant de réaliser qu'en réalité, elle n'est rien d'autre qu'un soldat, comme lui, qui ne fait qu'obéir aux ordres. Mais désormais, elle refuse de continuer à servir un homme riche qui agit comme un dictateur avec ce genre de paroles. Elle choisit donc d'aider Steve à emporter Tony et à fuir la prison. Cependant, James parvient à déclencher l'alerte générale dans tout le complexe. Comprenant que Bullseye a définitivement changé de camp et se dit prête à rejoindre le sien, Steve lui impose une règle essentielle. On ne tue pas. Et constatant qu'elle manie un arc avec une précision assez redoutable, il décide également de lui donner un nom de code, Hawkeye. Sans perdre plus de temps, tous deux se lancent dans leur fuite à travers la prison, neutralisant ceux qui tentent de les arrêter.
Mais en voyant que Steve n'a rien pour se défendre, Hawkeye décide de faire un détour crucial pour lui remettre un objet indispensable retenu dans cette prison depuis des années, son célèbre bouclier. Une fois le bouclier de nouveau en main, Steve retrouve très vite ses réflexes, rendant les combats bien plus simples et efficaces. Mais alors qu'ils parviennent enfin à sortir du complexe, une mauvaise surprise les attend. James est là. Il a finalement décidé d'enfiler une armure conçue exclusivement pour lui, un modèle extrêmement avancé, aussi impressionnant que redoutable. Sans la moindre hésitation, il l'utilise contre Steve avec un objectif clair, le capturer, mort ou vif, peu importe. Il va même jusqu'à faire exploser le Quinjet dans lequel Steve était arrivé, le privant de toute possibilité de fuite. Malgré le chaos, le capitaine, toujours là où il faut, parvient à sauver le hacker et à le tirer hors de l'appareil juste avant l'explosion. En voyant cela et en ayant marre du côté héroïque de Captain America à vouloir sauver toujours les gens, James décide d'un coup de s'envoler vers les airs. Hawkeye croit un instant qu'il a pris la fuite, mais ce n'est qu'une illusion. James revient comme une bombe vivante, s'écrasant violemment sur le sol et détruisant entièrement la plateforme de décollage dans le but de noyer toutes les personnes présentes sans prendre en compte ses propres soldats. Il souhaite prouver que Captain America ne peut pas sauver tout le monde. James confronte enfin Steve face à face pour la toute première fois. Malgré son bouclier, l'armure de James se révèle bien trop puissante. Chaque coup qu'il porte est d'une violence telle que Steve ne peut pas tout bloquer. Les impacts finissent par l'atteindre violemment dans le corps et au visage jusqu'à ce qu'un enchaînement brutal le mette à terre. Une fois Steve neutralisé, il récupère la tête de son père. Il avoue alors qu'au vu des capacités que lui confère l'armure, il regrette de ne pas l'avoir enfilée plus tôt. Finalement, être Iron Man est un rôle qui lui plaît. Steve Rogers tente encore de le raisonner, mais pour James, il n'est que le passé qui s'accroche désespérément face à l'avenir. Ayant conçu l'armure qu'il porte entièrement seul, sans l'aide du cerveau de son père, James réalise qu'il a fini par le surpasser en intelligence. Cette prise de conscience le pousse à regarder une dernière fois la tête de Tony avant de la jeter à l'eau, désormais persuadé qu'il n'en a plus besoin. Steve tente de neutraliser James, mais en vain, l'armure le rend bien trop puissant. Au même instant, tous ont la surprise de voir débarquer le reste des Defenders accompagné de Kamala qui a finalement renoncé à sa vie ordinaire pour reprendre son rôle d'héroïne et prend le temps de sauver tous ceux qui étaient proches de la noyade. Leur arrivée déstabilise James pendant un temps et permet à Steve de reprendre l'avantage, du moins durant un instant. Le capitaine se déchaîne contre lui, le frappant sans relâche. Mais James parvient presque aussitôt à inverser la situation, projetant Steve violemment au sol. Cette fois-ci, il estime que cela suffit. Il s'apprête à l'achever, déterminé à en finir une bonne fois pour toutes avec Captain America. C'est alors qu'un éclair d'une violence inouïe s'abat sur James, le frappant de plein fouet. Vous l'avez deviné, la foudre n'a rien de naturel. Dans un fracas assourdissant, une silhouette se révèle enfin. Le dieu du tonnerre, disparu depuis des années, vient de faire son grand retour. Désormais porté par l'arrivée de Miss Marvel d'un côté et par le retour de Thor de l'autre, Captain comprend qu'ils peuvent enfin renverser la situation et remporter cette bataille. Il tente alors coûte que coûte de pousser James à abandonner le combat. Réalisant qu'il se retrouve désormais seul face aux héros du passé, James finit par battre en retraite, quittant les lieux et laissant tout derrière lui, notamment ses hommes et ses équipements. Steve, lui, reste sur place afin d'organiser l'évacuation totale du site sans exception. Scientifiques comme soldats sont pris en charge et transportés vers la base secrète des Defenders pour y être soignés. Même si certains ne sont pas fans d'utiliser leurs ressources médicales pour aider ceux qui étaient encore des ennemis quelques instants plus tôt, Steve refuse de laisser qui que ce soit de côté. Réunis pour la première fois depuis des décennies, le silence qui s'installe entre eux est lourd de sens. Thor commence par s'excuser. Il avoue qu'il s'en veut d'avoir quitté la Terre. Il explique que son immortalité est devenue un fardeau. Il ne supportait plus l'idée de voir ceux qu'il aimait vieillir et mourir tandis qu'il demeurait inchangé. C'est cette douleur qui l'a poussé à partir et à ne jamais intervenir, même lorsque le monde sombrait peu à peu dans le chaos. Ah, et bien sûr, entre-temps, ils ont récupéré la tête de Tony. Après avoir présenté ses excuses, la discussion se tourne vers une question cruciale. Que faire de la tête de Tony Stark ? Grâce à la puissance brute de la foudre de Thor, une énergie qu'aucun générateur au monde ne pourrait produire, une décharge maîtrisée traverse les circuits et soudain, les yeux de Tony Stark s'illuminent de nouveau. Après des années de silence, il reprend véritablement conscience.
Ses premiers mots sont naturellement pour son fils, des excuses, un regret sincère. Puis son regard balaie la pièce, réalisant qu'il ne se trouve plus au raft et comprend qu'il a été déplacé. Tony révèle alors qu'il a été témoin de tout. Prisonnier mais conscient, il a vu la lente corruption de son fils manipulée pas à pas par Crâne Rouge, dissimulé depuis le début sous l'identité de Kyle. Steve n'est malgré tout pas très surpris de savoir que Crâne Rouge est derrière tout ça. Tony continue et explique ensuite que Crâne Rouge prévoit de s'emparer officiellement de l'ensemble de l'armée du pays afin de la placer sous son contrôle avant de révéler sa véritable identité au monde entier. S'il dirige déjà la nation dans l'ombre, il souhaite désormais le faire au grand jour en tant que Crâne Rouge et non en tant que Kyle. Déterminé à l'arrêter à tout prix, un seul mot est alors prononcé pour lancer l'opération. Avengers, rassemblement. Et comme au bon vieux temps. Pendant ce temps, on retrouve James à la tour Stark, en train de réparer son armure. Il est bien sûr furieux d'avoir été vaincu, d'autant plus que la destruction du raft l'empêche désormais d'améliorer son équipement. Tous les outils nécessaires reposent au fond de l'océan. Kyle arrive alors au même instant avec l'intention de tout révéler à James sur ses véritables objectifs. Il ne veut plus lui mentir. Sans passer par 4 chemins, il lui avoue être Crâne Rouge depuis le début et précise qu'il préfère lui dire lui-même la vérité au cas où les Avengers tenteraient de le retourner contre lui en exposant ses mensonges. Au moins, James sait désormais à qui il a affaire, à celui qu'il a toujours considéré comme son père adoptif. Du côté des véritables Avengers, les préparatifs sont en cours. On découvre que Tony a pu obtenir un corps artificiel fourni par les Defenders, qui lui permet désormais de se déplacer. Il avoue à Steve qu'il a presque tout oublié du jour H et il lui demande déjà si sa femme est toujours en vie, une question à laquelle Steve ne répond pas clairement. Tony partage alors les rares souvenirs qu'il conserve de cette période, notamment lors de l'arrivée du gouvernement venu reprendre le contrôle et arrêter aussi bien les vilains que les héros survivants. Lui et sa femme avaient alors été contraints de se cacher pendant un temps, incapables de rejoindre leur jeune fils. Il se souvient ensuite avoir été pris en embuscade par le Shield, grièvement blessé, puis d'avoir perdu connaissance sans jamais savoir ce qu'il était advenu de sa femme. Il redoute bien sûr qu'elle ait subi le même sort que lui, décapitée puis maintenue en vie dans une cuve par James. Après cet échange à cœur ouvert entre les deux frères d'armes, Tony explique avoir analysé la composition des Avengers de James. Pour agir efficacement, ils doivent d'abord les neutraliser furtivement. L'équipe se dirige alors un peu plus tard vers leur quartier général, le manoir des Avengers, avec l'intention de les arrêter. Une fois les systèmes de défense piratés, les Avengers, donc les originaux, remettent enfin les pieds dans leur ancienne base, désormais occupée par la nouvelle génération, mais les lieux semblent vides. Une fois dans la salle de contrôle, avec l'objectif de prendre la main sur les systèmes de défense du manoir afin de les retourner contre les Avengers à leur retour, ils découvrent quelque chose de profondément troublant. Des programmes graphiques affichent des modélisations 3D correspondant aux Avengers à différents environnements ainsi qu'à des journalistes virtuels. Steve comprend alors l'ampleur de la supercherie. Les Avengers de James n'ont jamais réellement existé. Tout ce qui était diffusé à la télévision n'était en réalité qu'une mise en scène générée depuis cette pièce, destinée à maintenir l'illusion d'un monde protégé et à dissuader les résistants de s'attaquer au gouvernement. C'est pour cela que, lorsque le président avait demandé à envoyer les Avengers, Kyle avait refusé en sortant un faux prétexte, alors qu'en réalité, ce n'était pas possible parce qu'il n'existait pas physiquement. Au même instant, parfaitement conscient qu'il finirait par se rendre au manoir, Crâne Rouge apparaît sur l'écran principal. Il explique alors que ces faux Avengers étaient un outil idéal pour rendre les Américains dociles et plus facilement manipulables, afin qu'ils acceptent sans résistance toutes les règles qu'il a mises en place. De plus, au moment de révéler sa véritable identité, il avait prévu d'utiliser les Avengers pour créer l'illusion qu'il l'acceptait, afin de donner l'impression qu'il était réellement bon. C'est également pour cette raison qu'une chaîne de télévision préparait plus tôt dans l'histoire la diffusion d'un programme destiné à réhabiliter Crâne Rouge et à le faire accepter subtilement dans la conscience collective. De la pure propagande. Comprenant que Crâne Rouge cherche à gagner du temps, Steve réalise que les lieux sont piégés et sur le point d'exploser. Tous les Avengers décident alors de traverser les murs pour s'échapper au plus vite. Seul Tony reste en arrière, déterminé à fouiller les fichiers et à récupérer un maximum d'informations sur les véritables intentions de Crâne Rouge. Malgré l'explosion titanesque qui a entièrement soufflé le manoir, Tony est toujours debout.
il annonce avoir découvert que Crâne Rouge est déjà parvenu à prendre le contrôle de l'armée du pays et, plus grave encore, qu'il vient de soumettre Washington en faisant arrêter le président. De leur côté, James et Crâne Rouge se préparent à la bataille imminente. On apprend alors que, malgré les révélations, James est resté aux côtés de celui qui l'a élevé, acceptant pleinement son identité. Crâne Rouge revêt alors une armure très particulière, révélant ainsi un design représentant parfaitement qui il est réellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'armure est magnifique. Il demande ensuite à James d'en vérifier les systèmes afin de s'assurer qu'elle ne dissimule aucun dispositif indésirable. Lorsque James lui demande où il a bien pu obtenir une telle armure, Crâne Rouge lui révèle qu'il s'agit d'un petit cadeau conçu par quelqu'un qui attend quelque chose en retour sans pour autant lui accorder sa confiance. Une allusion évidente à Ultron. Après analyse, l'armure semble parfaite. À un détail près, Crâne Rouge paraît perdre du sang. Il n'y prête cependant aucune attention et encourage celui qu'il considère comme son fils à enfiler sa propre armure, car il veut reprendre l'Amérique à ses côtés. Une fois seul, Ultron accuse Crâne Rouge, lui reprochant de ne jamais avoir eu l'intention de tenir sa promesse. Ce dernier confirme ses paroles. Il refuse que la machine prenne le contrôle du monde après sa mort. À ses yeux, les machines ne doivent servir que les hommes, rien de plus. Il détruit alors complètement l'unité centrale d'Ultron, le faisant disparaître pour de bon, puis se met en route pour le combat final. Je tiens à le redire, mais son armure est vraiment magnifique. Après avoir appris l'arrestation du président, les Avengers décident de se rendre immédiatement à Washington. Et une fois sur place, ils assistent à un coup d'État monumental. Tous les hauts dirigeants sont arrêtés sur ordre de Crâne Rouge. Ce dernier se présente d'ailleurs face au président pour lui révéler en premier lieu sa véritable identité, exhibant un visage massacré par l'armure. On comprend alors qu'Ultron continue d'exister d'une certaine manière dans l'armure et que Crâne Rouge, étant directement connecté à elle, peut exploiter les capacités de la machine à sa guise. Sans la moindre pitié, Crâne Rouge exécute le président. Quelques secondes plus tard, Tony Stark arrive sur les lieux et engage immédiatement le combat contre celui qui lui a tout volé. Et alors qu'ils s'affrontent, Crâne Rouge contacte James, lui annonçant que le moment est venu d'intervenir. On le découvre alors prêt, entouré de nombreux robots qu'il a construits grâce au cerveau de Tony. Il est désormais déterminé à en finir avec son père. Parallèlement, le reste des Avengers luttent au sol du mieux qu'ils peuvent contre l'armée désormais sous les ordres de Crâne Rouge. Et alors que ce dernier dévoile toute l'étendue des capacités de son armure, largement supérieure à celle de Tony, il lui annonce avoir donné l'ordre de lancer une première vague de missiles dans le but de détruire plusieurs villes dans le pays pour ensuite repartir sur de bonnes bases selon sa vision. Il laisse néanmoins une chance à Tony de tenter de les intercepter, ce qu'il fait aussitôt tout en prévenant Captain America que Crâne Rouge est toujours en jeu et se dirige droit vers eux. Sans surprise, une fois face aux Avengers, aucun ne peut rivaliser avec lui et son armure, même pas Thor avec ses pouvoirs. Pour rappel, Crâne Rouge utilise toute l'énergie d'Ultron. Il domine entièrement le champ de bataille et, grâce à son armée, parvient facilement à submerger Steve. Heureusement, au même instant, toutes les forces des Defenders arrivent pour affronter l'armée ennemie, offrant à Steve un répit bienvenu et lui permettant de reprendre l'initiative motivé par ses troupes. De son côté, Tony tente tant bien que mal de poursuivre sa mission et de neutraliser le plus de missiles possible. Mais il s'aperçoit rapidement qu'ils sont beaucoup trop nombreux et demande l'aide de Thor. Les communications sont toutefois rapidement coupées lorsque James arrive enfin aux côtés de son père, déterminé à l'arrêter. Tony tente de s'excuser auprès de son fils et de le raisonner, mais rien n'y fait. La haine de James envers lui est trop grande. Il refuse de l'écouter et l'attaque pour l'empêcher de détruire les missiles. Pendant le combat, James lui reproche d'avoir laissé sa mère mourir, préférant jouer au héros tout en choisissant de laisser son fils devenir un orphelin. Tony tente de lui expliquer que ce n'était pas son intention, mais il est trop tard pour changer les choses. Profitant d'un bref instant d'évasion, il parvient à s'emparer de l'un des robots de James et le pirate rapidement. Son fils relance rapidement son attaque, encore plus violente qu'auparavant, mais il s'aperçoit que ses unités changent de trajectoire. Tony lui révèle alors qu'il a piraté les robots pour les forcer à détruire les missiles. La révélation rend James fou de rage. Il explique que, à la base, les missiles auraient certes fait des victimes, mais dans le but de protéger le plus grand nombre lors de la reconstruction du monde selon leur vision.
Maintenant que les missiles ont été neutralisés, James annonce à Tony que Crâne Rouge prévoit de larguer une bombe nucléaire sur Washington. Débordé par la colère, il se jette sur son père et le frappe avec toute sa force, lui reprochant d'avoir tout gâché. Tony se retrouve dans un état critique, mais parvient malgré tout à prévenir Steve, qui combat toujours Crâne Rouge aux côtés de Thor, du projet nucléaire imminent. Immédiatement, Steve ordonne à Thor de l'intercepter avant son largage, tout en continuant à se battre du mieux qu'il peut. C'est à ce moment que Crâne Rouge révèle à Steve la véritable signification du jour H. Là où Captain pensait qu'il s'agissait d'un hommage aux héros de la bataille, Crâne Rouge lui explique que ce n'est absolument pas le cas. Le jour H marque en réalité le jour où l'Amérique a mis la main sur l'arme ultime. Soudain, un énorme crash retentit à proximité avec le corps de Thor au sol. Crâne Rouge en profite pour révéler que le H du jour H ne signifie pas héros, mais Hulk. Soudain, le géant de jade apparaît sous le contrôle total de Crâne Rouge. Petit retour en arrière. En réalité, ce qui a détruit Boston n'était ni les vilains, ni une bombe, ni même les héros, mais Hulk. Ultron était parvenu à en prendre le contrôle avant de le retourner contre les héros en lui ordonnant de raser tout ce qui se trouvait sur son passage. Sous l'emprise d'Ultron, Hulk a ainsi ravagé Boston et causé la mort de nombreux héros. Lorsque le gouvernement est ensuite intervenu, ils sont parvenus à maîtriser Hulk en reprenant le contrôle d'Ultron, puis à le stocker dans un lieu tenu secret. Au fil des années, ils l'ont utilisé comme une arme, le larguant sur différents pays jugés gênants ou ennemis de l'Amérique, jusqu'à ce que Crâne Rouge mette la main sur lui pour s'en servir comme d'une bombe vivante. Retour au présent, très vite, Hulk fait ce qu'il sait faire de mieux, tout détruire sur son passage, puisqu'il a été programmé pour ça, sans se soucier de qui se trouve face à lui. De son côté, Steve est entièrement accaparé par Crâne Rouge. Il encaisse ses attaques sans parvenir à riposter. Heureusement, Thor, ayant repris connaissance, se relève et affronte Hulk seul, déterminé à l'arrêter avant qu'il ne détruise tout ce qu'il y a autour de lui, comme à l'époque. Captain tente de prévenir les autres, mais se fait rapidement avoir par son adversaire. Mais surtout, il se sent de plus en plus faible. Crâne Rouge comprend alors que le sérum du super soldat se retourne contre lui. Son âge trop avancé en subit désormais les conséquences. Le sérum est en train de le tuer. Du côté des Stark, Tony tente une nouvelle fois de convaincre son fils que Crâne Rouge représente une menace pour le monde. Mais James reste inflexible. Il en veut trop à son père de l'avoir abandonné autrefois. À ses yeux, il n'est plus qu'un étranger. Il réplique qu'il agit ainsi pour sauver le plus grand nombre, même si, pour y parvenir, certaines personnes doivent mourir afin de dissuader toute résistance. C'est un mal pour un bien selon lui. James est désormais profondément gangréné par les paroles et l'idéologie de Crâne Rouge. C'est alors qu'un phénomène inattendu se produit. Tony remarque que James porte une alliance au doigt. À la vue de cet anneau, un souvenir enfoui refait surface. Il reconnaît immédiatement l'alliance de sa femme que James a toujours conservée auprès de lui. Soudain, Tony cible précisément l'anneau à l'aide d'un dispositif intégré à son armure. Et, contre toute attente, Janet, son épouse et la mère de James, réapparaît. Attention, qu'est-ce qui s'est passé là ? Je vous explique. Lors du jour H, juste avant de tomber dans l'embuscade et de disparaître, Tony se trouvait avec Janet. Grâce à une invention de sa conception, il était parvenu à placer la guêpe en stase, puis à l'enfermer grâce à ses capacités de rétrécissement à l'intérieur de cette alliance. Son intention était que l'anneau soit ensuite remis à James, convaincu que son fils comprendrait comment libérer sa mère afin qu'elle puisse le retrouver sans être repéré par le Shield. James avait bien reçu l'alliance. Le problème, c'est qu'il n'avait jamais réalisé que, depuis tout ce temps, sa mère se trouvait à l'intérieur. Et bien sûr, comme elle était en stase, elle n'a pas vieilli. Tout le monde est bien sûr stupéfait de voir la guêpe en vie. Cette découverte met d'ailleurs Crâne Rouge hors de lui. Il sait que, si la mère de James est présente, celui-ci fera désormais tout pour rester auprès d'elle, et donc l'abandonner lui. Il tente alors de la tuer, mais elle parvient malgré tout à survivre et exige de savoir où se trouve son fils. Pendant ce temps, Hulk et Thor poursuivent leur affrontement titanesque à travers le pays. Thor tente par tous les moyens d'éveiller la conscience de Bruce Banner au sein de Hulk, mais en vain, le géant de jade est totalement déchaîné. L'espace d'un instant, le dieu du tonnerre parvient pourtant à percevoir les regrets de Bruce, hanté par le fait d'avoir causé tant de morts. Mais très vite, Hulk reprend le contrôle et le combat
ainsi que la destruction. De l'autre côté, James découvre enfin que sa mère est bel et bien en vie. Cette révélation le bouleverse profondément. On comprend alors que, durant toutes ces années, s'il s'est montré si dur et si radical, c'est parce que son absence lui pesait terriblement et qu'il la croyait morte, notamment à cause de son père. D'où la haine qu'il avait envers Tony. La retrouver le remplit d'un bonheur qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Du côté du pauvre Captain America, en revanche, la situation est tout autre. Il s'affaiblit de minute en minute sous l'effet du sérum qui se retourne contre lui. Crâne Rouge en profite alors pour le frapper sans relâche avec la seule intention de le faire souffrir. Puis, dans un geste d'une violence symbolique, il arrache le drapeau américain et le plante brutalement dans le corps de Steve, proclamant à haute voix que ce pays n'a aucun principe et qu'une fois la bataille terminée, tous seront contraints de brandir le drapeau fasciste. Avant d'achever Steve, il déclare sans détour que le peuple américain n'auront pas le choix d'accepter ses mensonges puisqu'il contrôle tout dans ce pays, les médias comme les lois. Il proclame également avoir assassiné le président, affirmant qu'un chef d'État est inutile lorsqu'un Führer s'apprête à prendre le pouvoir. Steve, dans un dernier effort, lui dit alors simplement de sourire. Intrigué, Crâne Rouge se retourne et découvre une armée de caméras braquées sur lui, retransmettant en direct chacune de ses paroles à travers tout le pays. Le hacker des Defenders était parvenu à prendre le contrôle de l'ensemble du réseau pour révéler aux Américains le véritable visage de leur nouveau dirigeant. Dès lors, Crâne Rouge est exposé aux yeux du monde et devient un paria. Profitant de la situation, tous les Avengers se ruent ensemble sur Crâne Rouge dans l'espoir de l'arrêter enfin. Pendant ce temps, Hawkeye cherche un angle de tir sur son arc réacteur, le seul moyen de désactiver l'armure. Mais celui-ci est solidement protégé. Janet tente de briser cette protection tant bien que mal, mais se heurte à la résistance exceptionnelle de l'armure. C'est alors que James intervient pour épauler sa mère et, sans la moindre hésitation, pulvérise le dispositif de protection du réacteur grâce à la puissance de sa propre armure, ô grande dame de Crâne Rouge, trahie par son fils adoptif. Une fois la voie dégagée, Hawkeye parvient à viser en plein cœur du réacteur et le fait exploser. L'explosion projette Crâne Rouge au sol. Malgré la douleur qui lui serre le cœur, Steve s'approche de lui et, avec son bouclier et les dernières forces qui lui restent, le tranche littéralement en deux. On peut cette fois-ci le dire, Crâne Rouge est définitivement mort. Mais l'effort est de trop. Le cœur de Steve ralentit peu à peu jusqu'à s'arrêter complètement. Et comme si cela ne suffisait pas, Tony remarque que le réacteur de Crâne Rouge contient une contre-mesure explosive qui vient de s'activer. Le problème, c'est qu'il ne connaît absolument rien à la technologie d'Ultron et ignore comment la désactiver avant qu'elle n'explose. On parle bien sûr d'une explosion énorme. James enfile alors rapidement son casque et emporte avec lui la partie de Crâne Rouge sur le point d'exploser, bien décidé à l'emmener le plus haut possible. Pendant ce temps, Janet tente désespérément de faire repartir le cœur de Steve. Tony, lui, décolle à toute vitesse et essaie de rattraper son fils, lui demandant ce qu'il fait. James répond simplement qu'il cherche à se racheter pour tout ce qu'il a fait. S'il se sacrifie, le nom des Stark sera lavé à ses yeux. Tony, en père aimant malgré tout ce qu'il a enduré, refuse de le laisser faire. Il rassure son fils en lui affirmant qu'il s'est déjà racheté et surtout que sa vie est loin d'être terminée. Désormais, c'est à lui de reprendre le flambeau d'Iron Man et des Avengers. Il s'empare alors du corps de Crâne Rouge, éjecte James hors de la trajectoire, puis file à toute vitesse vers l'atmosphère. Fier d'avoir entendu son fils l'appeler à nouveau papa, Tony est comblé. Lorsqu'il atteint finalement le point de non-retour, il meurt dans l'explosion, protégeant une dernière fois sa famille. De son côté, Thor est à bout de force face à Hulk, devenu incontrôlable et toujours plus destructeur, ravageant chaque ville sur son passage. Résigné, le dieu du tonnerre s'excuse auprès de Bruce, puis fonce à pleine vitesse sur le titan de jade, l'entraîne jusqu'à l'océan et plonge avec lui dans les profondeurs jusqu'à toucher le fond. Là, il laisse son marteau reposer sur Hulk pour l'empêcher de se relever et attend simplement qu'il se noie. Lorsque tout est terminé, Thor s'éloigne, le cœur lourd d'avoir tué son ami. Mais il sait que c'était la seule manière d'éviter davantage de destruction. Malgré toutes ces tragiques nouvelles, une lueur d'espoir finit par apparaître. Janet parvient finalement à faire repartir le cœur de Steve qui survit contre toute attente. Lorsque James rejoint sa mère, il est anéanti par le sacrifice et la mort de son père. Mais
Comme le dit si justement sa mère, les héros peuvent parfois perdre. 2 semaines plus tard, on retrouve Steve en pleine convalescence entouré de sa femme, ainsi que de Janet qui découvre un monde profondément transformé. Ensemble, ils décident de se rendre sur les ruines de l'ancien manoir des Avengers. Sur place, ils découvrent James en train de le reconstruire seul depuis 2 semaines. Depuis la mort de Tony, il parle très peu, mais tient à lui rendre hommage en rebâtissant le manoir et en devenant le nouvel Iron Man comme son père l'avait souhaité. On comprend alors qu'il est simplement en train de faire son deuil. Thor arrive au même moment pour annoncer à Steve qu'il doit malheureusement repartir, car ses responsabilités de roi d'Asgard ne lui permettent pas de rester davantage. Il tient toutefois à lui présenter ses excuses pour ce qu'il a été contraint de faire à Bruce Banner afin de l'arrêter. Steve comprend bien sûr pleinement sa décision de l'avoir tué, tout en affirmant qu'au fond de lui, il aime croire qu'il existe toujours une autre voie. C'est assez ironique de dire ça alors qu'il a littéralement coupé en 2 Crâne Rouge. Une fois les adieux faits, Thor reprend sa route en promettant qu'il reviendra très souvent maintenant. En fin de journée, James peine à poursuivre la reconstruction du manoir. Travailler seul s'avère particulièrement difficile, mais il refuse malgré tout toute aide. C'est alors que Kamala et Hawkeye arrivent et lui proposent leur soutien pour continuer les travaux. Une aide que James décline, révélant ainsi qu'il conserve encore une certaine fierté. J'ai envie de dire, la fierté de son père. Malgré tout, elle décide de l'aider à rebâtir le manoir, marquant ainsi le début d'une véritable nouvelle génération d'Avengers qui, cette fois-ci, existera réellement. Ouah, c'était l'histoire du fils de Tony Stark. J'ai tout donné pour cette longue vidéo, c'est clairement la plus longue de la chaîne. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Vous savez quoi faire si c'est le cas. Le petit like, ça récompense le travail fourni et ça aide beaucoup les vidéos. Un gros merci à vous. Utilisez l'espace commentaire pour me donner votre avis sur cette vidéo, sur ce thème, sur le fils de Tony Stark. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En attendant, je vous laisse là-dessus et on se dit à très vite sur la chaîne Le Lore.